Dans le Sahel, une seule arrestation a fait basculer des années d'ombre. Les soldats du Burkina Faso ont capturé Asmani Du, le logisticien invisible d'un réseau qui alimentait la guerre depuis des décennies. Mais si l'opération est réelle, pourquoi le monde reste-t-il muet quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté? Car derrière ces chiffres froids, un homme, un empire démantelé, se cache une question plus brûlante. Jusqu'où ira le silence pour étouffer la victoire? Ce n'est pas seulement une arrestation, c'est une fissure dans l'architecture du silence. Le Burkina Faso, longtemps traité comme spectateur de sa propre guerre, vient de prouver qu'il peut réécrire les règles. Ce succès, affirme le commandement, n'est qu'un prélude. Le véritable enjeu est plus vaste, bâtir une sécurité durable sans dépendre des puissances extérieures. La promesse de Ibrahim Traoré n'est donc pas une déclaration héroïque, mais un contrat moral, faire du Sahel une terre où la peur n'a plus d'adresse. Mais une telle promesse se paie cher, car chaque victoire militaire déclenche une bataille diplomatique, chaque progrès sur le terrain réveille d'anciens équilibres. Si cette arrestation a rompu une chaîne de financement terroriste, elle a aussi révélé une autre, celle de la dépendance médiatique. Le monde observe, juge, commente, sans jamais écouter, et c'est là que se joue le véritable combat, prouver que la souveraineté africaine n'a pas besoin d'être traduite pour être comprise. Le détail que peu ont remarqué, c'est la durée de la traque. 6 semaines, jour et nuit, dans un territoire plus vaste que la France. C'est le premier mini-reveal de cette histoire. La victoire n'a pas surgi d'un coup, elle a mûri dans la poussière et le doute. Les unités spéciales de Ouagadougou ont suivi des reçus de carburant, des virements codés, des motos qui disparaissaient dans le désert. Tout menait à un nom que personne n'osait prononcer, Asmani Du, l'homme clé du financement de la terreur dans le Sahel. Quand il a été capturé le 28 octobre, la nouvelle a d'abord circulé par messagerie privée. Pas de communiqué officiel, pas de fanfare, seulement des photos floues, des visages épuisés, et le silence. Ce silence n'était pas accidentel, il traduisait une méfiance profonde envers les médias étrangers, accusés de ne montrer l'Afrique qu'à travers ses ruines. Et pourtant, derrière cette discrétion, un basculement stratégique s'opérait, car Ibrahim Traoré n'a pas seulement ordonné une opération, il a testé un nouveau modèle d'action, souverain, coordonné et ancré dans le renseignement local. Les analystes du commandement parlent d'une opération preuve, destinée à démontrer que le Burkina Faso pouvait frapper vite, fort et seul. Les observateurs extérieurs, eux, ont vu autre chose, un tournant idéologique. Pour la première fois, une victoire africaine majeure n'était pas amplifiée par les canaux occidentaux, elle était contrôlée, racontée depuis le sol africain. Cette dissonance est le cœur du paradoxe. D'un côté, des chiffres, un réseau logistique démantelé, des routes de contrebande coupées, des comptes gelés, de l'autre l'absence totale de reconnaissance. Entre les deux se joue une bataille plus vaste, celle du droit de nommer ses propres victoires. Au centre de cette transformation, un visage émerge, celui du capitaine Kaboré, chef d'unité à Djibo. C'est lui qui a mené la traque d'Asmani, due jusqu'à la dernière heure, avec 15 hommes, 3 pick-up et presque plus de carburant. Sous la chaleur écrasante, il répétait à son équipe: chaque pas que nous faisons ici, c'est un jour de paix gagné là-bas. Cette phrase est devenue la devise officieuse des troupes engagées dans la région. Autour de lui, le dispositif se déployait sans soutien aérien étranger. Les drones utilisés étaient réparés localement. Les communications passaient par des relais artisanaux. Et pourtant, la précision de l'opération a surpris jusqu'aux analystes régionaux. Le succès n'était pas seulement tactique, il démontrait qu'une chaîne logistique africaine formée à la hâte pouvait surpasser des réseaux étrangers mieux équipés. Lorsque la capture a été confirmée, Ibrahim Traoré a refusé d'en faire un triomphe public. Il a demandé que le mérite revienne aux soldats anonymes, pas aux institutions. Dans les camps, cette discrétion a eu l'effet d'un électrochoc. Les soldats ont senti qu'ils n'étaient plus des figurants, mais des acteurs d'une histoire que personne n'écrirait à leur place. Ce renversement de perception est peut-être l'impact le plus fort de toute cette séquence, car pour la première fois, la victoire n'a pas seulement affaibli l'ennemi, elle a redonné confiance à ceux qui doutaient du sens de leur combat, et dans un pays où chaque victoire semble éphémère, redonner du sens,
c'est déjà rallumer la résistance. Tout commence le 9 septembre à la frontière nord du Burkina Faso. Une colonne de camions traverse la piste de Zignaré vers Dori, apparemment chargée de farine et de carburant. Les drones de surveillance récemment déployés détectent une anomalie. Plusieurs véhicules s'arrêtent dans des zones sans habitation. L'enquête démarre là, dans la poussière et la routine apparente. Pendant les 3 semaines suivantes, les agents du renseignement suivent la trace des paiements en liquide, des reçus identiques, des signatures répétées, des transferts vers des comptes à Dubaï. Le puzzle s'assemble lentement comme une carte du pouvoir souterrain. Chaque transaction raconte une histoire de connivence, de complicité et de trahison. Le 3 octobre, l'équipe du capitaine Caboret intercepte un premier convoi, 2 motos, 3 barils d'essence, un téléphone satellite. Les données extraites révèlent un réseau plus large qu'imaginé, 38 fournisseurs, 9 intermédiaires et un seul nom qui revient, Asmani Du, l'homme que tout le monde appelait le fantôme du désert. Sous la supervision directe du commandement, les unités se déploient autour de la zone de Djibo. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré suit les opérations depuis un poste avancé à moins de 40 km du front. Sa présence n'est pas symbolique. Elle sert à galvaniser les troupes, mais aussi à tester une nouvelle doctrine, le commandement proche du terrain. Dans les radios, les ordres se font courts, tranchants, sans jargon. La stratégie repose sur la vitesse, pas sur la supériorité de feu. Le 26 octobre, la capture devient imminente. Les éclaireurs repèrent un hangar isolé, gardé par une dizaine d'hommes armés. La nuit tombe, les moteurs sont coupés. À l'aube, les soldats avancent à pied, silencieux. Un échange de tirs, bref, précis. À 6h47, Asmani Du est arrêté, blessé mais vivant. La nouvelle met plusieurs heures à atteindre Ouagadougou. Pas de communiqué officiel, seulement un message codé « L'arbre est tombé, mais la forêt se tait ». Ce silence, encore une fois, intrigue. Pourquoi taire une victoire aussi nette ? Parce que, selon un officier, parler trop vite, c'est inviter l'ombre à écouter. Dans les jours qui suivent, la réaction des groupes armés ne se fait pas attendre. Des attaques de représailles éclatent près de Kaya et Arbinda. Mais cette fois, les forces burkinabais répondent avant même les premiers tirs. Le schéma s'inverse. La peur change de camp. Les rapports internes notent une baisse de 40% des mouvements ennemis dans la région au cours de la semaine suivante. Une statistique froide, mais un symbole immense. Car dans la guerre du Sahel, chaque pourcentage gagné représente des vies sauvées. Et derrière ce chiffre, un message, le Burkina Faso n'est plus seulement en défense, il dicte désormais le tempo. Les chiffres, parfois, parlent plus fort que les communiqués. Depuis l'arrestation d'Asmani Du, 3 indicateurs clés ont été enregistrés par le ministère de la Défense. Premier chiffre, 47%. C'est la baisse moyenne des attaques signalées dans les provinces du Nord depuis la fin d'octobre. Chaque point de pourcentage représente un village épargné, une nuit sans explosion, une route qui redevient praticable. Deuxième chiffre, plus 32% d'opérations conjointes avec les forces du Mali et du Niger. Ce n'est pas une statistique anodine, elle traduit une mutation géopolitique majeure. La coopération régionale AES commence à fonctionner comme une armée unique. Les analystes appellent cela l'effet de mur continu, une stratégie où 3 nations se couvrent mutuellement leurs flancs. Là où les terroristes s'appuyaient sur les frontières poreuses, ils trouvent désormais des lignes soudées. Troisième chiffre, 14% d'augmentation du moral des troupes selon les enquêtes internes de la garde nationale. Ce pourcentage, modeste en apparence, révèle un basculement psychologique rare dans une guerre d'usure. Les soldats se perçoivent désormais comme les artisans d'un destin collectif, pas comme les exécutants d'ordres lointains. C'est ce qu'un officier résume ainsi: « Nous ne suivons plus un commandement, nous incarnons une cause ». Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas seulement des succès militaires, ils constituent une démonstration politique. Chaque baisse d'attaque, chaque coordination transfrontalière, chaque point de morale gagné devient un argument face au scepticisme international. La bataille du terrain alimente la bataille du récit. Mais les chiffres ont aussi leurs ombres, car derrière la chute des attaques, d'autres menaces se déplacent. Les groupes armés se fragmentent, se dissimulent dans les réseaux civils, s'infiltrent dans les marchés. Les services de renseignement notent une augmentation
augmentation de 18% des activités de contrebande urbaine. Les armes circulent moins en convoi, mais plus dans les bus et les cargaisons commerciales. La guerre change de forme, glisse d'un front visible vers des ruelles invisibles. Cette mutation impose une adaptation. Les forces burkinabè réorganisent leurs unités autour de la surveillance électronique et du renseignement humain. Les radios locales deviennent des capteurs d'alerte, les instituteurs, des informateurs discrets. C'est une guerre du tissu social où chaque citoyen devient une pièce du dispositif. Les experts en sécurité soulignent que le pays dépense désormais 8,2% du PIB en défense, un record régional, un chiffre lourd mais nécessaire pour maintenir la pression. Traoré l'a dit lors d'un briefing, le coût de la sécurité est élevé, mais le prix de la peur l'est davantage. Ces données dessinent un paradoxe, plus la sécurité s'améliore, plus la vigilance doit croître. Et c'est là que se trouve le vrai défi du Burkina Faso, transformer des victoires ponctuelles en stabilité durable. Depuis la capture d'Azmanidou, deux lectures s'affrontent. La première, optimiste, voit dans cette opération la preuve que le Burkina Faso a trouvé sa voie, celle d'une indépendance sécuritaire et stratégique. Ses défenseurs affirment que le pays démontre, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qu'une armée africaine peut protéger son territoire sans dépendre de forces extérieures. Ils évoquent la coopération AES comme un modèle inédit d'autonomie régionale fondée sur la solidarité et la rapidité d'action. Selon eux, l'histoire retiendra ce moment comme celui où le continent a cessé de demander la permission d'exister, mais la seconde lecture est plus critique. Elle souligne le risque d'isolement diplomatique, la contraction de l'aide humanitaire et la fragilité économique d'un pays sous pression. Certains observateurs étrangers estiment que la rhétorique de souveraineté cache une réalité plus dure, la militarisation du pouvoir et la fermeture des espaces civiques. Il rappelle que depuis 2022, plusieurs médias internationaux ont perdu leur accréditation et que les ONG signalent des restrictions d'accès dans les zones de conflit. Pour eux, le patriotisme peut vite devenir un mur qui empêche la critique nécessaire à toute démocratie vivante. Entre ces deux visions, une ligne de crête. Le gouvernement parle de rééquilibrage, pas de rupture. Traoré lui-même reconnaît que la souveraineté n'est pas une forteresse, mais un équilibre fragile entre liberté et responsabilité. Et c'est ici que le débat prend tout son sens, car ce qui se joue au Burkina Faso dépasse le champ militaire. C'est une redéfinition du contrat social africain face à la dépendance systémique. Les économistes notent déjà les premiers ajustements, une politique d'investissement local dans la défense, la formation de cadres techniques, l'intégration des jeunes diplômés dans la logistique militaire, un pari audacieux, certes, mais qui répond à une idée simple, si la souveraineté a un coût, c'est celui de la compétence, et cette vérité, désormais, plus personne ne peut l'ignorer. Le silence a changé de camp. Pendant des mois, il servait de bouclier aux puissants. Désormais, il devient une arme des peuples. Au cœur de cette bascule, une révélation se dessine. La guerre du Sahel n'est plus seulement militaire, elle est cognitive. Dans les villages comme dans les capitales, la bataille se déplace des fusils vers les récits. Les troupes du Burkina Faso ne combattent plus seulement des ennemis visibles, mais des perceptions façonnées à distance. Chaque vidéo, chaque image, chaque mot devient un front. Et dans ce nouveau champ de bataille, Ibrahim Traoré comprend que l'arme la plus redoutable n'est pas la peur, mais l'indifférence. C'est pourquoi la communication du gouvernement change de ton, plus directe, plus ancrée dans le vécu, moins dépendante des agences étrangères. Les chaînes communautaires, les radios locales, les réseaux citoyens forment désormais un écosystème d'information parallèle. Leur objectif, raconter ce que les caméras étrangères ne montre pas. Car pour la première fois depuis des décennies, un pays du Sahel n'attend plus qu'on parle de lui, il parle de lui-même. Les répercussions de l'arrestation d'Azmanidou dépassent largement le champ militaire. Elles se ressentent dans 4 sphères clés de la société burkinabé, nationale, diplomatique, économique et communautaire. 1. Sur le plan national, NN1, la population redécouvre un sentiment rare, la fierté. Dans les quartiers de Ouagadougou, les discussions ont changé de ton. Là où l'on parlait de peur, on parle désormais de dignité. Les cérémonies d'hommage aux soldats attirent des milliers de citoyens, y compris ceux qui doutèrent du pouvoir. La figure d'Ibrahim Traoré s'est transformée. D'un chef militaire, il devient un symbole d'endurance collective. Mais cette unité reste fragile.
Les divisions politiques persistent, prêtes à se rallumer au moindre revers. 2. Sur le plan diplomatique, DN, la capture d'Asmani. Dû à redistribuer les cartes dans le Sahel, les États voisins observent une montée de confiance. La coopération AES s'affirme comme un bloc militaire crédible, mais cette alliance suscite aussi des tensions. Les chancelleries occidentales redoutent un éloignement durable, craignant de perdre leur influence stratégique. La diplomatie burkinabé doit désormais équilibrer la reconnaissance régionale et la méfiance internationale, un exercice d'équilibriste permanent. 3. Sur le plan économique, ND, les premiers effets sont contrastés. D'un côté, la sécurité retrouvée dans le nord rouvre des axes commerciaux vitaux. Les marchés de Djibo et d'Ori reprennent vie, les convois circulent de nouveau. De l'autre, les sanctions implicites et la réduction de certaines aides étrangères pèsent sur les finances publiques. Le gouvernement compense en favorisant les circuits courts et la production locale, notamment dans l'agroalimentaire. Cette transition forcée crée de nouvelles opportunités, mais aussi de fortes inégalités. 4. Sur le plan communautaire, KV, c'est là que le changement est le plus profond. Les civils, longtemps spectateurs, deviennent acteurs de leur propre sécurité. Des comités de veille se forment dans les villages, des réseaux de femmes organisent la distribution d'eau et de vivres aux soldats. Les enseignants, malgré les risques, continuent d'assurer les cours pour les enfants déplacés. Cette mobilisation populaire redéfinit la notion même de résistance. Elle prouve qu'un État peut survivre, même blessé, si son peuple refuse de s'effondrer. Dans chacune de ces sphères, une même vérité s'impose. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une expérience vécue. Et si le monde persiste à ne pas écouter, alors c'est au peuple burkinabé de parler plus fort, car dans ce pays, le silence n'est plus une absence, c'est une frontière à franchir. L'avenir du Burkina Faso, à la lumière de l'opération contre Asmani-Du, se dessine selon 3 trajectoires possibles. Le scénario de base, l'optimiste et le critique. Chacun révèle une part du pari que fait Ibrahim Traoré, transformer une victoire tactique en stabilité durable. Un scénario de base, la tendance actuelle se maintient, les attaques diminuent lentement, la coopération AES se consolide, mais les pressions économiques persistent. Le gouvernement concentre ses efforts sur la reconstruction des routes et des infrastructures dans le nord. La confiance populaire reste élevée, mais la fatigue sociale s'accumule. Dans ce scénario, le pays stabilise sa sécurité sans transformer encore son économie, un équilibre fragile mais tenable. 2 scénarios optimistes, le partenariat avec le Mali et le Niger s'intensifie. Les 3 armées créent un commandement unifié, appuyé par un centre d'analyse commun à Ouagadougou. Les routes commerciales sécurisées permettent un rebond de la production agricole et minière. Les médias nationaux, soutenus par des plateformes locales, imposent un récit africain alternatif, réduisant la dépendance informationnelle. Sur le plan diplomatique, des partenaires émergents, notamment asiatiques, entrent dans la danse, rééquilibrant les alliances. Ce scénario n'est pas utopique. Il repose sur la capacité de l'État à transformer la résistance en croissance. 3 scénarios critiques. Le pire risque, une coalition ennemie reconstituée, appuyée par des financements extérieurs clandestins. Les attaques reprennent, l'économie vacille, la population s'essouffle. L'isolement international s'accentue, provoquant un déficit budgétaire difficile à combler. Dans ce cas, la légitimité de Traoré serait testée de manière brutale. Mais même dans l'adversité, un enseignement demeure, le pays ne reviendrait plus à la dépendance d'hier. L'esprit de souveraineté, une fois éveillé, ne peut pas être effacé. Ces 3 scénarios ne sont pas des prophéties, mais des outils de lucidité. Il rappelle que la victoire n'est jamais définitive, qu'elle se renouvelle chaque jour par la cohérence entre promesses et réalité. Et dans cette équation, la variable décisive n'est pas la force, c'est la confiance. Cette histoire, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, parle à chacun de nous. Elle touche ceux qui ont déjà connu la peur, la perte ou le sentiment d'être oubliés par le monde. Car au-delà des frontières, la lutte du Burkina Faso incarne quelque chose de profondément universel, le droit de choisir sa propre dignité. Pour un jeune étudiant, c'est la leçon du courage collectif, celle qui enseigne que
l'indépendance ne s'hérite pas, elle se construit. Pour une mère qui regarde les infos du soir, c'est un miroir. Comprendre que derrière chaque titre, il y a des visages, des voix, des promesses de vie. Et pour les anciens combattants, c'est une résonance familière. Eux savent que la gloire n'est rien sans reconnaissance, que le silence blesse plus que les cicatrices. Ibrahim Traoré le dit souvent, la souveraineté n'a pas de spectateurs, seulement des participants. Cette phrase, simple en apparence, redéfinit la place du public dans le récit. Regarder, c'est déjà agir. Écouter, c'est déjà résister à l'oubli. Dans ce combat contre l'indifférence, chaque partage, chaque mot, chaque témoignage devient une étincelle. Le peuple burkinabé n'attend pas la compassion, il appelle à la compréhension. Il ne cherche pas à inspirer, mais à être entendu. Et dans ce cri lucide, il tend un pont vers tous ceux qui refusent de se résigner. Car si une nation lointaine peut encore croire, lutter et se relever, alors aucune autre n'a le droit de dire « c'est impossible ». Ce n'est plus une histoire africaine, c'est une histoire humaine. Pour que la victoire d'aujourd'hui devienne un socle durable, le Burkina Faso suit une feuille de route articulée en 5 étapes concrètes. Première étape, institutionnaliser la doctrine AES. Il s'agit d'unifier la planification militaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Un centre conjoint d'analyse, déjà en projet à Ouagadougou, permettra d'anticiper les menaces transfrontalières plutôt que d'y réagir. Deuxième étape, réinvestir dans l'économie locale. Le gouvernement oriente les ressources libérées des importations vers la production nationale. Les filières agricoles et minières sont priorisées pour absorber les jeunes issus du service militaire. Cette relocalisation progressive doit réduire la dépendance extérieure en moins de 2 ans. Troisième étape, bâtir un réseau civilo-militaire. Chaque province met en place un comité de vigilance composé de civils et de soldats. Ces structures assurent à la fois la sécurité et la cohésion sociale, renforçant la confiance mutuelle. Quatrième étape, sécuriser l'information. Les radios communautaires, soutenues par des fonds publics, deviennent des relais officiels contre la désinformation. L'objectif n'est pas de censurer, mais d'éduquer, rendre chaque citoyen capable de distinguer une rumeur d'un fait. Cinquième étape, diplomatie du respect. Ibrahim Traoré veut substituer à la dépendance l'interdépendance, traiter d'égal à égal avec ceux qui reconnaissent la souveraineté africaine. Les alliances sont choisies, non subies. Ces 5 leviers tracent un horizon clair, une nation debout, lucide sur ses failles, mais fidèle à sa promesse, car la vraie stabilité ne se décrète pas, elle se construit pas à pas par ceux qui refusent de céder. Au crépuscule, le capitaine Kaboré retourne sur le terrain où tout a commencé. Le sable a effacé les traces du combat, mais l'air garde encore l'odeur du métal et de la peur. Autour de lui, les jeunes soldats rient doucement, fatigués mais debout. Ils ne portent ni médaille ni décoration, seulement la certitude d'avoir tenu la ligne. De loin, une voix résonne sur la radio, celle d'Ibrahim Traoré. Elle ne promet pas de miracle, seulement la continuité du courage. Il parle du futur avec une gravité tranquille. Si nous tombons, le Sahel tombe. Si nous tenons, l'Afrique se relèvera. Dans ce silence partagé, chaque mot devient une prière. Le capitaine ferme les yeux un instant, il repense à la promesse faite à ses hommes, rentrer vivants ou rentrer utiles. À cet instant, la guerre n'a plus de frontières, seulement des visages, et derrière chacun, une idée simple, il existe des défaites visibles et des victoires invisibles. C'est peut-être cela, la véritable arme du Burkina Faso, la foi tranquille d'un peuple qui refuse de s'éteindre. Alors que la poussière du Sahel retombe lentement, une question demeure. Que faisons-nous de ce silence ? Regarder sans voir ou écouter pour comprendre. Le destin du Burkina Faso n'est pas un épisode isolé, c'est un miroir tendu au monde entier, car chaque fois qu'une victoire africaine est ignorée, c'est un peu de notre humanité collective qui s'efface. Ibrahim Traoré l'a résumé ainsi, l'indifférence est le dernier empire, la vérité notre unique rébellion. Ces mots dépassent les frontières. Ils s'adressent à tous ceux qui savent que la dignité d'un peuple n'a pas besoin d'être validée pour exister. Si vous avez écouté, partagé ou simplement réfléchi, alors vous faites déjà partie de cette résistance silencieuse. Car les empires prospèrent sur l'oubli, mais les consciences éveillées bâtissent la mémoire. Alors, que choisirez-vous ? Regarder encore ou répondre ? Le monde se divise entre ceux qui se taisent et ceux qui témoignent. Et parfois, un simple mot suffit à rompre le silence.